Moi, je travaille dans une boîte familiale qui n'a rien à voir, qui était de l'affichage publicitaire type Jean-Claude Decaux, le 13 octobre 95. Ouais. Et à la base, en fait, on monte une boîte spécialisée dans l'accompagnement des orateurs qui ont des aides visuelles en fait à faire pour monter sur scène ou pour faire une présentation à un auditoire qui soit interne ou externe. Donc en 2000, en fait, on a basculé agence d'événements, mais en conservant, je dirais, que cet ADN de prestataire de service. D'ailleurs, on se disait à l'époque, oulala, on va sûrement pas passer à 7. Ouais. Ça devient un peu dangereux. On a 5 ordinateurs, on va pas en acheter un 6e cette année. Attention au danger au niveau des investissements. Et puis, quand on regarde 30 ans plus tard, je disais, on a 400 collaborateurs. Alors, WMH, c'est depuis 2017, 9 acquisitions. Sur les 9 sociétés, il reste 4 sociétés qui ont gardé Leur entité. leur entité. Bonjour Marc, Salut Jérémy. comment ça va? Bah écoute, en pleine forme. En pleine forme? Bon bah top, super. J'allais dire, je suis content de te recevoir, mais c'est toi qui nous reçois aujourd'hui. Voilà. Je te reçois avec plaisir. Et ben voilà, super studio en tout cas. Donc on est dans les locaux de WMH. Et Bienvenue chez nous. Et ben ouais. Alors je pense que beaucoup de monde, en tout cas beaucoup d'auditeurs connaissent WMH Project. Peut-être que tout le monde ne connaît pas bien Marc Fischer. Est-ce que tu peux en quelques mots te présenter, nous dire qui tu es? Écoute, je suis Marc Fischer, comme tu l'as dit. Je suis coprésident de WMH, que j'ai cofondé avec Franck Chaud, mon associé, en 1995. Finalement, je dirais que mon histoire personnelle, elle est très liée à l'histoire de l'entreprise, puisque, comme je te l'ai dit, l'entreprise a maintenant bientôt 30 ans, et qu'on l'a démarré, on était relativement jeunes. Ouais. Pas à la sortie de l'école, mais vraiment pas loin. Qu'on n'était pas beaucoup à l'école, donc Ouais. on était déjà tous les deux dans la vie active, mais depuis pas très longtemps. Voilà, et du coup, voilà, l'histoire des 30 dernières années et notre histoire perso est finalement est très liée au développement de la boîte. Développement de la boîte qui a pas mal évolué, puisque à la base déjà on n'était pas sur WMH Project, on était sur une autre entité et surtout un autre cœur de métier de base. Tu peux nous en parler un peu? Oui, WMH Project, en fait, je te raconterai un petit peu l'histoire tout à l'heure, mais c'est la première société, mais c'est toujours la même, c'est toujours la même entité juridique, s'appelait FC Media. Donc on a créé le 13 octobre 95. Ouais. Et à la base, en fait, on monte une boîte spécialisée dans l'accompagnement des orateurs qui ont des aides visuelles en fait à faire pour monter sur scène ou pour faire une présentation à un auditoire qui soit interne ou externe. D'accord. Quand je te parle de ça, je te parle de support qu'un certain nombre d'auditeurs n'ont certainement pas connu, qui étaient des diapositives, des transparents. Et bon, la vidéo, ça, on voit à peu près, même si c'était des techniques qui étaient un peu plus complexes pour faire un enregistrement. Ouais. Il y a 30 ans. Et donc, on accompagnait en fait les orateurs qui devaient faire une présentation pour à la fois les aider dans la rédaction de leur discours et surtout dans la fabrication des aides visuelles. Ouais. On avait vu une étude à l'époque qui montrait en fait que quand il y a une présentation ou un discours, 70% de ce qui est retenu passe en fait par le visuel, par ce qui est vu, Ouais. plus que par ce qui est entendu. Ouais. Donc voilà, fort de ça, on a vraiment travaillé toute cette partie image. D'accord. Donc c'est l'ancêtre des keynote, quoi. C'est l'ancêtre des keynotes, exactement. Ok. Donc ça, c'était donc 95, le démarrage de la boîte. Assez rapidement, 3 ans plus tard, en 98, là, ça commence l'avènement de PowerPoint, de l'informatique individuelle et des présentations là, sous forme numérique, comme on les connaît aujourd'hui, même si les outils étaient moins faciles, moins pratiques à utiliser. Mais on rencontrait beaucoup de problèmes techniques, c'est-à-dire que tu fabriquais une image verte, elle était divisée en bleu, et puis tu demandes au technicien barco, il t'explique que c'est le problème de l'ordi, le graphiste disait que c'est le problème du barco, et quand tous les deux se disaient nous on n'a aucun problème, ça va être le problème du câble. Ouais. Pour te la faire courte, nous on était dans une société de service, nous ce qui était important c'est que si le client achetait une image verte, il fallait qu'elle soit verte à l'écran. Ah ouais. Donc on s'est dit on va faire un truc un peu différent et on va faire de la conception de l'image à sa diffusion, la chaîne complète de l'image. D'accord. Et donc à l'époque on s'associe avec des spécialistes de la technique et voilà, on monte FC Vidéo. Et puis la fusion plus tard de tout ça deviendra FC2, puisqu'une fois que nos clients, qu'on voyait souvent finalement, parce que quand un client il va faire une présentation pour lancement produit, pour une présentation financière, pour une présentation interne, on avait une grande proximité.
Et puis un certain nombre de clients commencent à nous dire, bon, bah, vous nous avez aidé à préparer les discours, vous nous avez fabriqué les contenus, vous assurez la diffusion, vous n'avez pas une idée d'une salle où on pourrait le faire. Est-ce qu'on pourrait avoir une hôtesse pour dire bonjour à l'entrée, un sandwich à la sortie, et puis une petite invitation pour que les gens viennent. Mhm. Donc en 2000, en fait, on a basculé agence d'événements, mais en conservant, je dirais que cet ADN de prestataire de service euh, qu'on a conservé en fait jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que dans le groupe, en fait, on a beaucoup de salariés en fixe sur beaucoup de métiers qui nous permettent encore aujourd'hui une connaissance approfondie de nos clients et une grande réactivité sur tous les métiers aujourd'hui qu'on sert. Ok. Oui, donc l'événementiel qui était un peu tombé dessus par hasard, c'est-à-dire que c'est juste une continuité de. Bah, tu as continué à produire un peu plus de services pour tes clients, tu as répondu à la demande, quoi. Exactement, on a beaucoup accompagné nos clients et nos clients nous ont aidé à grandir en fait au fur et à mesure. Hein. Ouais. Voilà, par rapport à un besoin, on ne s'est jamais engagé dans quelque chose qu'on ne savait pas faire. Évidemment, au fur et à mesure de l'expérience, comme dans tout métier, on a su de mieux en mieux le faire. Mhm. Et c'est ce qui a fait aussi voilà, la fidélité euh, de nos clients et de nos équipes. Quand on a créé l'entreprise en 95, on était 2 dans l'entreprise, et puis 1 an et demi plus tard, on était 6. D'ailleurs, on se disait à l'époque, oulala, on va sûrement pas passer à 7. Ouais. Ça devient un peu dangereux. On a 5 ordinateurs, on va pas en acheter un 6e cette année. Attention au danger au niveau des investissements. Et puis, quand on regarde 30 ans plus tard, je disais, on avait 400 collaborateurs, mais sur les 7 qui étaient là au début, il y avait Franck et moi, et sur les 5 autres, 4 sont toujours là. Ouais. Donc c'est Donc Lim, toi qui Lim, es aujourd'hui, d'accord, son ouais, studio qui est en l'ingé son ici. D'accord. Ok. Et ça, c'est une fierté. Et c'est le cas des collaborateurs, mais on a plusieurs clients historiques qui travaillent avec nous depuis plus de 25 ans. D'accord. Et qui, pareil, à la fois dans l'entreprise dans laquelle ils sont, nous ont accompagnés sur différents métiers, on a grandi avec eux, mais aussi certains, comme c'est la vie de l'entreprise, sont partis dans d'autres sociétés, et comme je dirais, ils appréciaient la qualité de notre travail, nous ont fait venir, et ça a aussi beaucoup contribué à notre développement. Ouais. Ok, donc ça c'est une belle histoire. Et du coup, pas de background, par contre, tu viens pas du tout du monde de l'événementiel, tu n'avais pas fait d'études là-dedans ou... Non, mais tu sais, à l'époque, il y a 30 ans, aujourd'hui, il y a pas beaucoup de d'études. formations dans l'événement. Ouais. Ça n'existait pas. Ouais. Tous les gens qui faisaient de l'événement, en fait, venaient d'autres métiers et apprenaient un peu sur le tas. En l'occurrence, au tout début, Franck, mon associé, venait d'une société qui faisait le contenu, faisait les diapositives. Mhm. C'était l'époque, en 95, la première ou deuxième guerre du Golfe, je ne sais plus, il y a eu une grosse crise économique. Ouais. Sa société a périclité. Et à ce moment-là, on fait connaissance d'ailleurs, parce qu'on devient beau-frère à l'époque. Okay. Et moi, je travaille dans une boîte familiale qui n'a rien à voir, qui était de l'affichage publicitaire type Jean-Claude Decaux, mais plus dans les villes communistes, là où Jean-Claude Decaux faisait des villes de droite. En tout cas, à l'époque, les villes communistes étaient porteurs. Ouais, et Franck me dit, voilà, ma boîte disparaît, je ne sais pas trop ce que je vais faire, est-ce que je vais retourner en commercial chez un concurrent? Enfin, je comprends pas bien ce qu'il fait, il m'explique rapidement, je dis bon, je comprends pas bien, mais ça a l'air assez rentable par contre. Je lui dis écoute, si tu veux, on peut prendre 2 bureaux dans la boîte familiale, 2 ordi, on essaye, ça ne reste que pas grand chose. Bah oui, de toute façon, c'était pas un gros investissement. Et puis il y avait un truc qu'il n'y avait pas à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, pour travailler avec les grands donneurs d'ordre, il n'y avait pas de barrière à l'entrée. Ouais. C'est-à-dire que si on connaissait quelqu'un dans un service, un chef de produit, un directeur marketing, s'il pensait qu'on était capable de lui délivrer le service, du jour au lendemain, on pouvait bosser ensemble. Ouais. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Ça a des tonnes de strates. Avant de rencontrer un utilisateur, on va passer par les services achats, juridiques, montrer pas de blanche sur les certifications, etc. Là, ça n'a rien à voir pour l'entrée dans le métier c'est plus avec il y a une trentaine d'années. Plus la même chose. Ok. Et donc du coup, vous avez commencé à 2. Aujourd'hui, plus de 400 collaborateurs répartis sur Paris, Bordeaux, Lyon, Bruxelles et peut-être un petit peu Shanghai. C'est l'entité Shanghai, c'est plus trop d'actualité. Shanghai, elle s'est quasiment éteinte avec le Covid. Ok. Franck, mon associé, était parti la diriger. Il a vécu là-bas pendant 5 ans. On a fait de très belles opérations, mais à la fois le Covid et puis le changement de paradigme en Chine fait que voilà, les Occidentaux sont, on va dire, moins bien vus et moins bienvenus là-bas. Ouais. Par contre, ça nous sert à autre chose. On a beaucoup aujourd'hui de clients d'entreprises chinoises qui nous font travailler en France et en Europe parce qu'on a quand même du coup des équipes qui ont eu ce biculturalisme et qui comprennent en fait leur fonctionnement. Ouais. Et en fait, on est un bon point d'appui sur des entreprises chinoises
on travaille avec une dizaine d'entreprises chinoises, en fait, parce que voilà, on a un côté culturel où on connaît le fonctionnement, on a des gens qui parlent chinois en interne, Ok, ouais, des donc, collaborateurs qui étaient à Shanghai qui sont maintenant à Bordeaux ou à Paris dans les équipes. Donc quelque part, on n'a plus d'activité en Chine, mais on a toujours des activités pour les entreprises chinoises. d'accord. Ouais, donc, bon, ce qui est très bien aussi. Ce qui Ça permet de travailler en remote. Exactement. Salut, j'interromps cette vidéo quelques instants pour te parler du sponsor de cet épisode, l'agence 2x110. L'agence 2x110, c'est une agence de marketing digital spécialisée dans la création de sites web et également dans le référencement naturel. Ils sont vraiment spécialistes SEO. C'est une agence qui est très bien notée, avec qui je travaille depuis des années. Donc je te laisse leurs coordonnées ici, je te mettrai un lien dans la description. Si tu as des besoins pour ta création de site web ou ton référencement, surtout n'hésite pas, tu peux y aller les yeux fermés. Allez, on reprend. Super. Est-ce que tu peux nous parler, donc là tu nous as parlé un peu de la création, de comment tu es arrivé à l'événementiel. Ensuite, il y a eu quand même pas mal de choses, notamment des acquisitions, des fusions. Aujourd'hui, WMH, c'est quoi? C'est 4-5 acquisitions Alors WMH, c'est depuis 2017, 9 acquisitions. 9 acquisitions, d'accord, donc j'étais loin. Ouais, c'était la moitié, c'est déjà. Ouais, c'était pas mal. C'est vrai, j'ai dû en oublier. Alors j'avais fait j'avais fait une petite liste, ouais. Donc bah, ça, FC2, c'est la boîte historique. Après, vous avez racheté Mondial Event. Ouais, il y a eu PHB avant. D'accord, ok, donc c'est celle-là que j'avais oublié. Teamwork, Levé de rideau, Ouais. Vademecum, Petit Ami. Et donc du coup, j'en oublie quelques-uns. Phénomène, D'accord. récemment, qui viennent nous rejoindre. Ok, donc c'est pour ça que je l'ai raté peut-être celle-là. Ouais, il y a eu les activités santé d'MKTG Ok, et une société, parce que tu as une implantation que tu n'as pas citée, on est à Andernos sur le bassin d'Arcachon. ok, Donc au-delà du plaisir d'aller sur le bassin d'Arcachon, en fait, on est une société qui a rejoint le groupe qui s'appelait EAT et qui est spécialisée dans l'accompagnement, dans la formation automobile, Mhm. en interne des formateurs, des pilotes, voilà, d'accord. et qui bossent beaucoup notamment sur la transition énergétique et voilà, le basculement de l'automobile sur le côté électrique. Ok, Ces gens avec qui, pareil, ont bossé depuis 20 ans en Ouais. collaboration ça avait du sens de. et qui ont rejoint, je dirais, la dynamique du groupe. Ok, Et si je te raconte un peu la genèse de pourquoi toutes ces acquisitions, dans quel sens, etc. Pendant très longtemps, on a été très dépendant du secteur automobile, d'accord. euh, voire même d'un gros client historique avec qui on travaille toujours, qui était le groupe Volkswagen. Mhm. Et puis voilà, il y a déjà 20 ans, on s'est dit ok, il faut qu'on se diversifie, c'est normal. Mhm. On a commencé à travailler avec plein d'autres secteurs, plein d'autres clients. Mais quand même, quand on a une spécialité, ben, c'est beaucoup plus facile d'aller convaincre les gens du métier, parce que tu le connais bien. Bah oui. Donc on s'est retrouvé dans le moment de la crise de 2007-2008, assez dépendant du secteur auto. Plus d'un client, mais du secteur. Ouais. Et c'est un secteur qui a beaucoup ralenti, beaucoup souffert. Et nous, ça a été un peu compliqué et difficile pour nous à ce moment-là. On s'est dit, il faut vraiment qu'on diversifie et les métiers et les métiers et les secteurs d'activité. Mhm. Donc on a commencé, on l'a fait par croissance organique, je dirais classique, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est très long. Mhm. Et puis je dirais que l'expérience venant, les moyens d'entreprise, etc., on s'est dit qu'à un moment, pouvoir acquérir des compétences plus importantes sur des secteurs qu'on connaît moins bien, ça serait beaucoup plus efficace par croissance externe. D'accord. Après, on s'est mis des règles en fait assez précises, hein, c'est-à-dire avant qu'une entreprise nous rejoigne, il faut qu'on ait un ADN commun pour qu'on se comprenne. Mhm. Mais il faut aussi que ça amène quelque chose au groupe Ouais. de différenciant. Mm. Et les différences, ça peut être soit un secteur d'activité, soit même un métier autour des métiers d'événements, parce que les métiers d'événements, c'est très large, Mhm. et sur lequel on n'est pas forcément très fort. Après, je peux donner des exemples. PHB, qui était la première société. Quand on s'associe avec PHB, c'est une société qui fait de l'événement. Pour 60% de son business, c'est 40% fait du stand. D'accord, ouais. Et dans l'événement, spécialisé dans les métiers de l'IT, avec des gros Mhm. clients comme Toshiba, IBM, Oracle, etc. D'accord. Donc un secteur sur lequel on n'était pas présent. Et métier du stand, où comme toute agence d'événement, on faisait de temps en temps un stand à droite à gauche, mais ce n'était pas quelque chose d'hyper structuré dans la boîte. Ouais. Et aujourd'hui, on a tout un bloc de l'entreprise qui s'appelle le Spatial Design, où on fait du stand, du showroom, du pop-up store. Et ça, la genèse vient du rachat de PHB qui nous a ramené un savoir-faire, une équipe de base qu'on a pu bien développer. Mhm. Donc ça, c'est un exemple. Ouais. Donc en fait, à chaque fois que tu avais un besoin, plutôt de te dire on va perdre du temps à essayer de le développer, autant essayer de s'associer ou de racheter quelqu'un qui est déjà expert là-dedans pour qu'il ait ça à apporter à l'entreprise. Parce que ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus efficace. Et à chaque fois, c'était des rachats ou des associations Alors à chaque fois, en fait, dans 7 sociétés sur 9,
c'est une association en fait. Enfin, ça devient une filiale à 100% du groupe. Ouais. Les 10 dirigeants deviennent associés de l'entreprise D'accord. et, Ouais. et participent avec Franck et moi au développement du groupe. Ok. Et donc eux gardent La, par contre. la quasi-totalité en fait des gens, des dirigeants de ces boîtes sont aujourd'hui nos associés. Ouais. Et donc Et ils gardent gardent l'entité. Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. D'accord. En fait, ça dépend du secteur d'activité, de la taille de la boîte, de sa notoriété, etc. Pour donner une idée, aujourd'hui, donc sur les 9 sociétés, il reste 4 sociétés qui ont gardé Leur entité. leur entité, leur nom. Mais pourquoi? Parce qu'elles interviennent sur un marché particulier. C'est juste une question de logique en fait de présentation. Si je te rends des exemples, tu sais combien qui viennent de rejoindre, qui s'appelle Petit Ami, spécialisé dans le secteur du luxe, de la mode. Ils ont des clients en particulier, des équipes qui ne travaillent pas de la même façon. Et si j'explique au marché que si vous êtes quelqu'un qui travaille dans le luxe ou dans la mode, vous êtes adressé par notre filiale Petit Ami, c'est une logique. Ouais. Ouais. Pourtant, si j'ai 4 boîtes qui font la même chose, qui font de l'event corporate de faire de certaines façons, j'ai aucune raison d'avoir 4 marques. Ouais. Ouais. Oui. À part te créer peut-être un peu de la concurrence, Ouais, mais c'est pas. Ouais. Ouais. Encore une fois, on n'est plus une PME, on est une Ouais, ETI, mais ouais, c'est ça. l'important c'est d'avoir un groupe qui marche dans le même sens et qui fonctionne bien. Ouais, donc en fait, tous ceux qui vont un peu dans le même sens, on fusionne avec WMH, et ceux qui ont encore un peu Quoi de qu'il sens. arrive, les équipes vont fusionner à un moment ou à un autre. Les équipes Ouais, elles-mêmes. en interne. Et après, les marques, quand elles portent quelque chose de puissant, qui rapporte une histoire, ben, elles vivent ensemble. Ouais, Comme dans beaucoup de groupes, hein. Ça se compare à des grands groupes internationaux, mais ouais. quand tu as des groupes automobiles, Ouais, chacun garde la marque, quoi. il y a des marques qui sont conservées, même s'il y a plein de pièces en commun. Donc, Ouais. Quand Volkswagen a racheté Lamborghini, ils n'ont pas éteint Lamborghini. des logos Volkswagen sur les Ouais, voilà, c'est ça. Ok, et alors tout ça bootstrappé, ou il y a eu des levées quand même à un moment donné, ou pas de levée de fonds? Non, on n'a pas fait de levée de fonds, on a fait ça sur autofinancement et financement bancaire. Ouais, Voilà, donc ça a bien fonctionné ok. jusque-là, puisque voilà, on arrive à faire en sorte que le 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que l'association des entreprises fasse quelque chose de plus que juste la position. Ouais, juste ajouter des chiffres d'affaires, il y avait. Comme ça fonctionne plutôt bien, qu'on a bien qu'on a bien aligné les intérêts. Voilà, on est sur ce chemin-là qui fonctionne bien avec nos partenaires, voilà, qui nous financent. D'accord, ok, super. Et donc tout à l'heure, tu disais, tu parlais d'organique. Toi, en termes d'acquisition, c'est quoi votre technique d'acquisition client? Vous êtes présent plutôt sur Internet, ou c'est plutôt vous avez vos clients réguliers, historiques, qui retravaillent en permanence avec vous? C'est ça votre force, arriver à garder les clients, ou vous avez quand même une grosse force commerciale qui va J'ai envie chercher? de te dire les deux, mon général, voire les trois. Mhm. Je crois que si on se développe fortement et qu'on a une forte croissance, je compare à 2019, parce que je ne vais pas me comparer aux années Covid. Ça Ouais, bien sûr, ouais. De 2019 à 2023, on a multiplié par 4 la taille du groupe. Et il y a tous les ingrédients. Il y a la fidélité des clients existants, le fait qu'on développe de nouveaux métiers et que ces clients-là vont utiliser ces nouveaux services, le fait que même nos clients bougent d'une boîte à l'autre et nous ramènent une nouvelle clientèle. Ça, c'est le bloc numéro 1. Ok. Le bloc numéro 2, le développement du groupe fait aussi qu'il y a une certaine notoriété qui commence à naître sur le marché, donc on a pas mal de business entrants. Et enfin, le troisième qui est extrêmement important, on a une cellule développement, voilà, qui, je pense, est extrêmement efficace et fait en sorte qu'on soit sur les marchés principaux. Grosse force commerciale. Aujourd'hui, on doit travailler avec au moins 30 entreprises du CAC 40 sur les 40. Ouais, donc... Au moins. Ouais. De toute façon, ça fait partie de... Même si j'imagine que vous travaillez avec tout le monde, vous êtes quand même réputé pour avoir des gros clients chez WMH. Oui, mais ça, je veux dire que c'est un peu dans le monde de l'événement, les principaux donneurs d'ordre sont des grandes entreprises. Ouais. Parce que l'entreprise, elle a beaucoup de produits, elle a beaucoup de salariés, elle a beaucoup de clients, donc elle fait appel à beaucoup de nos métiers. Après, on a quelques ETI et puis on a surtout aussi maintenant beaucoup d'institutions. D'accord. Que ce soit des institutions internationales ou françaises. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des 4 grands axes que tu as un petit peu abordé tout à l'heure, la conception de stand. Après, je crois que vous êtes aussi sur le voyage d'affaires. Après, sur l'événementiel. Tu peux nous parler un petit peu de tout ça, ces 4 grands piliers? On a un certain nombre de grands métiers. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, on a le spatial design. On a l'événement corporate. On a l'événement institutionnel. En fait, parce que les deux sont de l'événement, mais la façon de le traiter, la façon d'y répondre est assez différente entre l'institutionnel et le corpo.
On a l'incentive travel. Ouais. Et là, pareil, on a une approche qui est un peu différente, si tu veux, où on est dans un monde en transition, où tu pourrais la question, est-ce qu'il faut continuer à voyager? Est-ce que l'incentive est encore quelque chose d'intéressant, qui intéresse les gens, voire même qu'on peut faire, ou est-ce qu'on peut le faire ou pas le faire? Nous, on s'est associé avec celui qui s'appelle Fairmove, Mhm. donc qui est un spécialiste pour le grand public du voyage éco-responsable. C'est la boîte à Jean-Pierre Nadir, ça, non? C'est la boîte de Jean-Pierre Nadir, exactement. Ok. Et en fait, on s'est associé avec Jean-Pierre et on développe en fait l'offre côté B2B. Ok. En fait, on amène les principes que développe Fairmove qu'on peut offrir aux entreprises. Et pour ça, je vais donner un exemple. Fairmove a développé un calculateur, mais qui prend en compte pas seulement en fait le CO2. Le CO2, c'est une des données, Mhm. mais qui prend en compte en fait tous les sujets RSE, parce qu'on est obligé souvent que le RSE, c'est la responsabilité sociale et sociétale. Ouais. Voilà, c'est pas que l'écologie. Mhm. Donc, ça prend en compte les pays. Est-ce que les gens vivent dans de bonnes conditions, avec de bons salaires, de bonnes formations? Est-ce que l'électricité est produite avec du charbon ou du nucléaire ou de l'hydroélectrique? Est-ce que la compagnie qui va voler, elle fait des copilotages? C'est des vols directs. Enfin, tout un tas de choses qui sont analysées. Ok. Et quand on va aujourd'hui proposer un projet d'incentive à nos clients, on peut leur dire voilà nos trois propositions. La 1, elle a un fair score de 9 sur 10. Ce que vous nous avez donné, c'est 6. Mhm. Celle-là, un peu plus cher. En fait, on peut donner des choix en connaissance de cause aux clients. Ouais. Et ça, c'est un peu le problème actuel. C'est parce qu'il y a des gens, type Jean Covici, qui vont dire ok, la seule solution, c'est tout arrêter. Ouais. C'est une vision. Mais la vision, c'est un peu une vision égoïste. Et c'est un peu une vision de pays riches. Oui, parce que du coup, tu vas punir les autres. Quand on dit on arrête tout, Mm. c'est pourquoi? C'est pour sauver nos enfants, qu'ils ne soient pas dans une planète trop polluée, ou Ouais. petits-enfants et petits-enfants. Mais si on arrête tout demain, on va faire mourir 2 milliards d'humains qui vivent de ça. Bah ouais. Bien Donc c'est finalement une vision ultra égoïste. Donc, Mhm. comment on peut faire en fait pour... ça c'est la version déjà très différente de la vision des choses. Mhm. Le deuxième truc, c'est qu'on a beau dire l'écologie et machin, le développement aérien, il n'a jamais été aussi fort, les aéroports, ils n'ont jamais été aussi pleins. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont toujours cette envie forte de voyage et de rencontre. Bien sûr. Et pour motiver dans l'incentive, on a remplacé par des tickets cadeaux, par des machines à laver, Ouais. même des voitures, des montres, des stylos. Ce qui motive le plus les gens encore aujourd'hui, c'est le C'est le voyage. voyage. Ouais. C'est le voyage, c'est la rencontre, etc. Donc, nous, ce qu'on se dit, c'est que puisque c'est ça dont les gens ont envie, c'est ça qui fonctionne, comment on le fait le mieux possible. Et au-delà du mieux possible, comment on le fait en rentrant dans le rapport du GIEC, c'est-à-dire la demande est en fait de faire moins 50% d'émissions en 2030. D'accord. Et dans l'association qu'on a fait avec Fairmove et ce qu'on met en place, on peut le monitorer pour nos clients et on peut les amener à ça avec des solutions existantes. C'est-à-dire qu'on peut prendre leur voyage qu'ils faisaient en 2018 ou 2019 et leur démontrer que les voyages qu'ils feront cette année seront à moins 20, dans 2 ans à moins 30, et en 2030 on sera bien à moins 50. Ouais, donc tu peux mesurer en plus. Je peux le mesurer, par rapport à avant, et je peux amener sur le chemin du moins 50 sans casser la dynamique et sans mettre en péril les gens qui vivent dans ces pays-là. qui vivent dans ces pays, qui vivent dans ces endroits. Et puis quand on dit ces pays, ça peut être aussi en France. Il y a des régions qui vivent du tourisme, en Europe, partout dans le monde. Ok, ouais, ça c'est super. Et puis en plus, c'est dans l'air du temps, parce que le RSE, j'imagine que toutes les boîtes maintenant, elles ont un peu dans le cahier des charges, chose que tu n'avais pas avant, sûrement. Ce que je dis, on pose souvent la question du RSE. Si tu regardais, pour moi, le basculement, c'est l'après-Covid. C'est les grandes périodes de sécheresse, de réchauffement, etc. Il y a 10 ans, dans tous les appels d'offres des grands comptes, on parlait de RSE. C'est comme dans les contrats d'assurance, le hashtag, la ligne 72. C'était dans tous les contrats, mais ce n'était pas un critère. Ouais. Aujourd'hui, c'est dedans et c'est dans les 3 critères principaux de choix. Ouais. Voilà. Nous, sur ce sujet-là, on est très en avance. On a les certifications qui, pour moi, sont une base, mais on les a depuis des années. Là où beaucoup commencent à Juste aller les chercher parce que. Ouais. On est déjà dans les 3e renouvellements de séries triennales. Ok. Et puis, on va beaucoup plus loin. En fait, depuis le mois de novembre, on est entreprise à mission. Donc, c'est toute notre organisation qui est pensée autour de ça. Et encore une fois, on n'est pas entreprise à mission pour être entreprise à mission. On a mis plein d'outils en place, mais pour avoir le chapeau qui fait qu'ils sont monitorés, qu'ils sont suivis au quotidien, ils continuent à se développer, on a décidé de basculer en novembre l'année dernière en entreprise à mission. D'accord. Et avec un certain nombre d'opérations hyper précises. Je peux te donner 2-3 exemples. On met à disposition d'associations 400 jours hommes, de nos équipes, de leurs compétences en fait pour aider les associations. D'accord.
Donc voilà, via une plateforme, nos équipes s'inscrivent et peuvent aller passer une journée au Resto du Cœur. Ou dernièrement, je trouvais un truc super intéressant. Nos équipes logistiques en fait sont allées aider Emmaüs et ils sont allés à une quinzaine de personnes. Ils devaient charger un camion dans une journée et nos équipes en ont chargé 5 des camions. Ouais. Parce que l'habitude d'organisation, etc. Du coup, on a appris à ces équipes-là à faire de façon beaucoup plus efficiente. Ok. On est notre équipe qui fait de la partie vidéo, accompagnement pour une story, qui était une organisation qui aide des femmes en fait à faire, finalement, se vendre elles-mêmes, à faire leur brand story pour aller trouver un emploi. Donc, par D'accord. exemple, ils sont partis en coaching pour les aider. Hmm. Voilà. Donc ça c'est un des piliers qu'on a mis en place interne. Un deuxième, on a mis en place un fonds de dotation. Donc là, il est très financier. Ouais. Donc on a dit à nos équipes, certains d'entre vous sont déjà engagés dans des associations au quotidien, au-delà du temps, même financièrement. Donc on a mis un montant à disposition de chacun de nos salariés en disant ce montant-là, vous pouvez le donner chaque année à une association, sous réserve que un de vos collègues, vous ou l'un de vos collègues soit engagé dans cette association. D'accord. Voilà, avec un comité du fonds, etc. Et le troisième pilier qui est en cours important, c'est on a mis en place un incubateur. Et là, l'idée, en fait, et c'est aussi en parallèle avec Fairmove, c'est de dire on veut continuer dans la RSE. Demain, c'est aussi la technologie, c'est les nouvelles façons de faire qui permettront d'être efficients là-dedans. Donc, on veut aider de jeunes entrepreneurs qui ont un projet connexe autour de nos métiers et qui auront un impact RSE dans le futur. D'accord. Donc, on va les accompagner et financièrement, mais aussi avec des locaux, des moyens techniques. Pour les aider. Et on investit dans l'entreprise. Voilà. Et ce qu'on dit toujours à nos équipes, tout ça, on reste une entreprise, on n'est pas une association. Donc tout ça ne fonctionne que si on a un écosystème qui est rentable, qui fonctionne et qui accompagne. Mais bon, c'est passionnant, ça donne du sens. Ouais, ça amène beaucoup de choses. Ça donne vraiment du sens. Et puis surtout, oui, surtout dans l'événementiel où c'était quand même un secteur qui était réputé un peu polluant et surtout aussi avec beaucoup de gaspillage. Je pense que c'est important d'apporter ça dans l'événementiel. Et puis de toute façon, on le voit de plus en plus. Hein. Maintenant, toutes les boîtes, même moi à mon petit niveau, toutes les boîtes nous envoient des engagements RSE, etc. Au-delà de l'engagement, signer qu'on s'engage, c'est facile. Démontrer qu'on le fait, voilà, c'est encore autre chose. Pouvoir l'expliquer aux clients aussi, quelles sont concrètement les actions qu'on met en place, comment on calcule, quelle est toute la chaîne de valeur qui va derrière, parce qu'on est des métiers d'assembleur où on réutilise ensuite beaucoup de prestataires. Ouais. Je donne un exemple pour les hôtels. C'est un point important, en fait, l'hébergement dans nos métiers, l'hébergement en restauration. Aujourd'hui, on sait tous qu'un appartement ou une machine à laver, elles sont notées A, B, C, D, E, F, G. En fait, en 2026, ça sera pareil pour les hôtels. Tu auras 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, et à côté, tu auras A, B, C, D, E, F, G. D'accord. Ouais, donc tu peux avoir un 5 étoiles et puis ton E. Voilà. Et ça, on sait que demain, c'est dans l'individuel, mais surtout dans le corpo, ça sera pas possible. Enfin, ça sera forcément un critère de choix de dire moi, je vais dans un hôtel qui est classé A ou B. On essaiera toujours d'aller au mieux. Donc, on a fait un partenariat avec une entreprise qui est une filiale de Fairmove qui s'appelle Butterfly. Et maintenant, on demande en fait aux hôtels avec qui on travaille d'avoir été notés pour qu'on sache et on dit à nos clients voilà, vous avez hébergé dans cet hôtel-là, il est A. Ok. Enfin, vous avez le choix en tout cas entre celui-là qui est A et celui-là qui est C. Le A vaut 200 € la nuit, le C vaut 180. C'est pas grand-chose et puis tu fais une belle action. Enfin, en tout cas, il y a un choix à faire. En tout cas, on sait pourquoi on fait le choix. Et alors, je donne l'exemple, mais ça peut être le contraire. Hein, le A peut être moins cher que le C. Mais en tout cas, voilà, on est tous hyper motivés, on va tous dans le sens de la RSE, mais le problème, c'est souvent qu'on ne sait pas en fait. Et puis il y a des croyances qui sont en fait complètement fausses. Donc voilà, mais bon, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et puis il y a la loi, hein. C'est toujours pareil. Hein. Quand la loi accompagne, les choses s'accélèrent. Hein. C'est ça. Les très grandes entreprises, on doit faire des rapports RSE qui doivent être documentés, etc. Et puis le niveau est en train de descendre. Et je crois que les PME, ça sera d'ici 2030, avec les ETI l'année prochaine. Toutes les entreprises vont s'aligner là-dessus. C'est pour ça que d'ailleurs on les voit tous arriver. Donc c'est hyper intéressant. Ouais, tout était déjà, Ok. Bon, super. Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a d'autres projets qui arrivent ou c'est déjà pas mal, mais d'autres projets, d'autres acquisitions. On est dans une dynamique qui est sympa, on continue. Donc nos projets futurs, là, on regarde pour avoir un deuxième pôle mode luxe en Italie. D'accord. Parce qu'un certain nombre de nos clients, en fait, tu as deux grandes villes, je ne vais pas dire pays, mais tu as même deux grandes villes dans le monde autour de la mode qui sont Milan et Paris. Donc, un certain nombre de nos clients disent bon, vous faites au Fashion Week à Paris, mais on en a besoin à Milan aussi.
Donc là, on regarde Milan. Et puis, on a un gros client, en fait, avec qui on bosse déjà pas mal sur les États-Unis. Mhm. Voilà, qui nous dit qu'au-delà de bosser beaucoup avec les États-Unis, ce serait pas inintéressant qu'on ait un point de contact permanent aux États-Unis. Donc, je pense que d'ici la fin de l'année, on aura une ouverture Amérique du Nord. Ok. Donc, donc ouverture WMH là-bas. Et après, toujours une dynamique aussi de rachat sur une boîte qui est spécialisée là-dedans ou non? Tu as déjà en interne On reste des gens prudents. Mhm. Je sais ce qu'on a fait, je te racontais tout à l'heure en 95, où Ouais. quand on avait 6 salariés, on commençait à se dire, oula, attention, le 7e c'est dangereux. Donc on fait les choses de façon efficace, mais voilà, Alors, on ne se jetterait pas dans les acquisitions aux États-Unis, un marché qu'on ne maîtrise pas, dont les volumes sont 10 fois plus importants que les nôtres. Une société moyenne ici, une petite là-bas. Voilà. Ouais. On y met. Là, on est potentiellement dans le schéma idéal, c'est-à-dire qu'on a un client avec qui on travaille déjà, voilà, sur lequel on peut constituer une équipe, Mhm. un peu finalement ce qu'on a fait historiquement. Et puis après, on verra comment ça fonctionne. Ça va. Et justement, alors ça c'est une question que je me posais parce que nous, alors je dis nous, moi et pas mal de mes collègues et pas mal de monde, ça a été très calme quand même l'événementiel sur le premier trimestre 2024. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a impacté ou comme vous êtes un peu dilué sur plusieurs métiers de l'événementiel, vous ne l'avez pas trop senti passer? Non, on a une dynamique très très forte sur le début de l'année 2024. D'accord. Là, il y a un ralentissement de ce qui est hors JO, Mhm. ce qui est assez logique en fait. Ouais. Les sociétés à partir, bon, déjà tu as les ponts du mois de mai, donc Ouais. cette année c'est des vrais ponts. Ouais, pour le coup, là, Enchaîne cette sur année. les JO, Mhm. donc bon, on a pas mal d'activités autour des JO, donc on va Donc, ça continuer à compense, avoir des activités. Mhm. Et après tu sens qu'il y a une forte reprise, ce qui est assez logique, hein, puisqu'on dit attention, l'événementiel est quand même en grande partie parisien. Après, il y a Marseille qui est aussi impacté par les JO de façon positive. Ouais. Donc voilà, il y aura une année, ça serait une année un peu particulière, je pense, liée aux JO. Mhm. Mais je peux pas parler de ralentissement. Non, il n'y a pas eu de ralentissement de l'activité. Non, Ok. on est sur une croissance assez importante, même par rapport à l'année dernière. Ok. Super. Donc, voilà, on reste dans la dynamique de l'après-Covid, donc des croissances très fortes. Après, nous, on a fait le choix de grossir, Mhm. de devenir un acteur très important, mais parce qu'en face, nos clients sont des très grosses entreprises, et le marché a quand même, enfin, tu connais un peu le marché, il y a une énorme concentration, quoi. Ouais. Il y avait peu de boîtes qui n'ont pas bougé du tout depuis l'après-Covid. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Ou fusionné, ou racheté. C'est ça, c'est qu'on a vu, et c'est pas que dans l'événementiel, c'est un peu propre à tous les marchés. Le métier, mais dans l'événementiel, c'était moins vrai. Mm. Ça a été moins vrai et c'est plus vrai. Et là, c'est plus vrai. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit apparaître vraiment des très gros acteurs qu'on n'avait pas. Gros opérateurs. Ouais, qu'on n'avait pas à l'époque. Ok, super. Écoute, Marc, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Écoute, avec grand plaisir. Et puis à bientôt. Tu vas faire un petit tour de magie. Je sais même pas prévu, c'est vrai. Tu fais pas ça à la fin de tes Non, je fais pas. Sinon, je vais saouler les gens, je vais perdre tout le monde. Dommage. On fera ça en J'étais off. vu pour ça, moi. Là, on fera ça en off. Bon, Marc, merci beaucoup, à bientôt. Merci à toi. Salut, ciao. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de liker, t'abonner, ça c'est pour l'algorithme, et surtout de partager à des gens d'événementiel que ça pourrait intéresser. À bientôt.